Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité puissante que personne ne t'a peut-être jamais apprise. Les mots ne servent pas seulement à communiquer, ils programment aussi. Ils ne décrivent pas seulement ce que tu ressens, ils déterminent aussi ce que tu vas ressentir. Nous allons parcourir comment le langage active des zones spécifiques de ton cerveau, comment l'hémisphère gauche donne un nom à la douleur pendant que le droit la ressent, sans pouvoir l'expliquer. Nous verrons comment ton hypothalamus, tel un grand messager intérieur, traduit ses pensées en sensations physiques que tu ressens dans ta peau, ta poitrine, ton estomac. Nous parlerons du système limbique, des cartes émotionnelles que nous portons tous en nous et surtout de comment déconstruire ces croyances invisibles qui conditionnent ta vie sans que tu t'en rendes compte. Parce que comment peux-tu éliminer une croyance si tu ne sais même pas qu'elle existe? Quand une personne prend conscience qu'elle a le pouvoir de choisir ce qu'elle pense, que ses pensées influencent directement ce qu'elle ressent et que cette façon de ressentir aura un impact inévitable sur sa manière d'agir, elle commence peu à peu à retrouver sa liberté. Il ne s'agit pas de nier les émotions, mais de comprendre comment le cycle entre pensée, émotion et comportement peut être reprogrammé avec présence et responsabilité. Cette vidéo n'est pas simplement informative, c'est une invitation à observer, à questionner, à transformer. Car si tu sais déjà qu'un mot peut te blesser, ne voudrais-tu pas découvrir comment un mot peut aussi te guérir? Le langage n'est pas seulement un outil pour décrire le monde extérieur, c'est aussi le pont entre ce que nous ressentons et ce que nous croyons être. Chaque mot que tu prononces ou que tu penses laisse une empreinte dans ton corps, ta biologie, ta manière d'habiter le présent. Dr Daniel J. Siegel, psychiatre clinicien et neuroscientifique. Tout ce que nous pensons laisse une empreinte. Mais ce que nous disons à voix haute, ce que nous répétons encore et encore, ce que nous utilisons pour nous décrire, nous expliquer ou nous justifier, devient un moule invisible qui guide notre manière d'interpréter la réalité. As-tu déjà fait attention aux mots que tu utilises quand quelque chose ne se passe pas bien? Es-tu du genre à dire « je suis nul » ou « je ne suis pas fait pour ça » ? Ces phrases, même si elles paraissent anodines ou passagères, deviennent des commandes pour ton corps et ton esprit. Les mots ne sont pas neutres. Chacun porte une vibration, une charge émotionnelle, et cette charge a un impact direct sur ton système nerveux. Ce que nous appelons dialogue intérieur n'est pas simplement un monologue mental. C'est une conversation constante entre ce que tu crois, ce que tu ressens et ce que tu entraînes ton corps à expérimenter. Selon le neurologue Antonio Damasio, nous ne sommes pas des êtres qui pensent et ressentent séparément, mais des organismes qui ressentent d'abord, puis essaient de mettre des mots sur ce qui s'est déjà produit au niveau biologique. Cela signifie que chaque mot que tu choisis pour nommer ce que tu vis influence la manière dont ton corps traite cette expérience. Par exemple, si après un échec tu te dis « je suis un bon à rien », tu actives non seulement des pensées liées à une faible estime de toi, mais aussi une réponse physique. Tension dans la poitrine, boule dans la gorge, lourdeur dans le corps. Ton hypothalamus reçoit ce signal et déclenche une réaction neurochimique qui peut durer quelques minutes, plusieurs heures, ou laisser une empreinte émotionnelle durable. Mais si tu t'entraînes à reformuler, à dire « c'était difficile, mais je suis en train d'apprendre », la carte change. Ton corps commence à comprendre qu'il n'y a pas de menace, mais un apprentissage. Et ce simple changement linguistique a un effet direct sur tes niveaux de cortisol, ta respiration et ta posture. Voilà pour ce qui concerne ta voix intérieure.
Mais que se passe-t-il lorsque cette activation émotionnelle ne vient pas de ce que toi tu dis, mais de ce que quelqu'un d'autre dit ou fait? Que se passe-t-il lorsqu'un mot ou un geste extérieur réveille en toi une émotion disproportionnée, inattendue ou difficile à expliquer? Et c'est ici que quelque chose d'encore plus profond se produit. Très souvent, nous ne savons pas pourquoi quelque chose nous dérange autant. Tu entends un mot, quelqu'un fait un geste ou emploie un ton particulier, et soudain, tu ressens du rejet, de l'inconfort, voire de l'angoisse. Mais tu ne comprends pas pourquoi. C'est là qu'intervient le travail combiné et parfois déconnecté de tes deux hémisphères cérébraux. L'hémisphère droit, gardien de tes émotions les plus anciennes et corporelles, reconnaît quelque chose de familier dans ce mot ou ce geste, quelque chose qui ressemble à une expérience passée, probablement de l'enfance, et il envoie un signal, une sensation corporelle, une émotion profonde, mais l'hémisphère gauche, celui qui résonne, qui cherche du sens et de la structure, n'a pas accès direct à cette émotion sans nom. Alors il interprète comme il peut. Il rationalise, il justifie, il invente une cause extérieure. Je n'aime pas cette personne. Ce n'est pas pour moi. Quelque chose me dérange, mais je ne sais pas quoi. Et inversement aussi, un mot qui semble anodin, culpabilité, abandon, honte, peut déclencher des émotions intenses, des états d'anxiété ou de tristesse qui viennent d'archives émotionnelles non résolues. Car le langage ne communique pas seulement ce que nous pensons, il peut aussi activer ce que nous avons stocké dans notre corps depuis des années sans le savoir. Les mots que tu choisis ne décrivent pas ton monde, ils le construisent. C'est pourquoi observer ton langage n'est pas un luxe émotionnel. C'est une nécessité si tu veux vivre avec plus de clarté, moins de douleur et plus de liberté. Pour comprendre cela plus en profondeur, nous devons introduire un concept clé, la carte du sentiment. Cette carte, bien qu'invisible, guide bon nombre de nos réactions automatiques. Et la connaître peut être la première étape pour nous libérer de réponses qui ne nous servent plus. Imagine qu'à l'intérieur de toi existe une carte. Ce n'est pas une carte ordinaire avec des rues et des routes, mais une carte émotionnelle. Un réseau invisible qui associe des mots, des gestes, des tons, des souvenirs et des émotions à des parties de ton corps, à des sensations physiques et à des expériences vécues, dont beaucoup remontent à l'enfance. On appelle cette carte la carte du sentiment. Et même si tu ne la vois pas, elle agit comme un GPS émotionnel. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui touche une zone sensible de cette carte, ton corps réagit avant même que ton esprit comprenne ce qui se passe. C'est pour cette raison que bien souvent, nous ressentons du rejet, de la peur ou de la tristesse sans savoir pourquoi. Le système limbique, en particulier l'amygdale et l'hypothalamus, stocke ces enregistrements émotionnels. Ce sont des associations qui se sont gravées quand tu étais tout petit, à une époque où tu n'avais pas encore le langage, mais une immense capacité à ressentir. Et ce que tu n'as pas pu exprimer avec des mots est resté enregistré sous forme de sensations dans ton corps. Le système limbique, qui inclut l'amygdale, l'hippocampe et d'autres structures, joue un rôle central dans la codification émotionnelle des expériences. L'hypothalamus, de son côté, traduit ces émotions en réponses physiques, transpiration, tension musculaire, variation hormonale. Le cerveau droit est essentiel pour stocker les images, les tonalités émotionnelles et les sensations globales qui composent ces cartes. Quand aujourd'hui quelque chose vient activer un de ces points émotionnels, une réponse corporelle se déclenche. Tension, boule dans l'estomac, envie de pleurer, insomnie, irritabilité.
Mais comme l'hémisphère gauche n'a pas d'accès direct à cette mémoire sensorielle, il ne peut souvent pas expliquer clairement ce qui se passe. C'est là que surgissent des phrases comme ⁇ Je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens mal, mais je ne comprends pas pourquoi ⁇ La carte du sentiment nous aide à comprendre que nous ne sommes pas fous ni faibles, nous réagissons simplement depuis une partie de nous qui a été blessée et qui n'a pas encore été entendue. Et cela, c'est profondément humain. Comprendre ta carte du sentiment te permet de reconnaître quelles paroles ou situations activent tes blessures. Distinguer une émotion actuelle d'un souvenir émotionnel ancien. Commencer à créer de nouveaux chemins, de nouvelles associations, de nouveaux mots qui guérissent. Cette carte n'est pas figée. Elle peut être mise à jour. Et c'est ce qu'il y a de plus porteur d'espoir. Plus tu deviens conscient, plus tu peux créer de nouvelles connexions émotionnelles, plus saines. Et avec cela, changer ta manière de ressentir, de penser et de vivre. Imagine qu'une personne reçoive une critique constructive au travail. Si sa carte du sentiment associe critique à rejet, elle ressentira automatiquement de l'anxiété ou se mettra sur la défensive. Mais si elle reprogramme cette carte pour associer critique à opportunité de grandir, sa réaction émotionnelle et physique sera totalement différente. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la façon dont le cerveau divisé, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, participe à cette danse entre les mots, les émotions et le corps. Et pourquoi intégrer les deux hémisphères pourrait être la clé pour guérir de l'intérieur. L'une des clés pour comprendre pourquoi nous nous sentons parfois prisonniers d'émotions que nous ne comprenons pas, ou pourquoi nous répétons des schémas même si nous savons qu'ils ne nous font pas de bien, réside dans le fonctionnement de notre cerveau divisé, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, l'interprète rationnel. Ce côté du cerveau est chargé de nommer, d'analyser, d'organiser, de structurer. Il aime que tout ait un sens. C'est lui qui s'active quand tu essaies d'expliquer ce que tu ressens, quand tu cherches des raisons, quand tu parles. Il est également responsable en grande partie du langage verbal et de la logique. Mais lorsqu'il est confronté à une émotion qu'il ne peut pas comprendre, il fait ce qu'il peut. Il invente une histoire, il justifie, il rationalise. Et souvent, cette explication n'est pas la véritable cause de ce que tu ressens, mais une interprétation partielle. Comme lorsque tu te sens agacé par quelqu'un, mais que tu dis « c'est parce que j'ai mal dormi », alors qu'en réalité, un mot de cette personne a réveillé quelque chose de plus profond. L'hémisphère droit, le gardien émotionnel. L'hémisphère droit est plus silencieux, mais aussi plus ancien et plus sage sur le plan émotionnel. C'est lui qui ressent, qui imagine, qui se connecte au corps, qui interprète les tons de voix, les gestes, les images et les symboles. Il est très actif pendant l'enfance et conserve les empreintes émotionnelles les plus précoces, même celles d'avant l'apparition du langage. Quand quelqu'un te parle avec une voix dure ou utilise un mot qui te rappelle quelque chose de douloureux, c'est l'hémisphère droit qui le perçoit en premier. Pas avec des idées, mais avec des sensations. Tension, malaise, envie de fuir, peur. Mais comme il ne parle pas clairement avec des mots, il ne peut souvent pas l'expliquer. Il exprime simplement à travers ton corps, tes réactions automatiques, ses émotions sans logique, mais totalement réelles. Pourquoi avons-nous besoin des deux pour guérir ? Parce que ressentir sans comprendre peut te submerger, et comprendre sans ressentir peut te rendre froid ou déconnecté. Tu as besoin de l'hémisphère droit pour reconnaître et valider ce que tu ressens, et de l'hémisphère gauche pour y mettre des mots, pour donner du sens,
pour le raconter avec une perspective adulte et présente. Guérir une émotion, c'est intégrer les deux hémisphères, permettre à ce qui est ressenti de s'exprimer, laisser le corps parler, puis inviter l'esprit à accompagner cela avec des mots nouveaux, plus doux, plus conscients. C'est une danse entre le non-verbal et le verbal, entre ce qui est senti et ce qui est compris. Quand les deux côtés parviennent à travailler ensemble, quelque chose de puissant se produit. Ce qui n'était auparavant que douleur ou confusion devient compréhension, apprentissage, sagesse incarnée. Et cela, c'est une étape fondamentale pour réécrire ton histoire depuis un endroit plus libre et plus authentique. Es-tu prêt à écouter les deux côtés de ton esprit? Mais alors, si ces deux hémisphères sont chargés d'interpréter et de donner du sens à ce que nous ressentons, qui exécute la réaction dans notre corps? Qui traduit ces mots, souvenirs ou émotions en transpiration, en nœuds dans la gorge, en papillons dans le ventre ou en impulsion de fuite? Pour comprendre cela, il faut plonger au niveau suivant. Le système d'alerte émotionnelle où l'hypothalamus, l'amygdale et le système limbique prennent le contrôle. Ce sont eux qui transforment l'intangible en physique, l'émotionnel en hormonal, l'invisible en palpable. T'est-il déjà arrivé qu'un seul mot te fasse trembler, transpirer ou te refermer intérieurement? As-tu déjà remarqué qu'un ton de voix peut te calmer ou te mettre sur la défensive en une seconde? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'un réseau très ancien de notre cerveau appelé le système limbique, le véritable centre opérationnel des émotions. Qu'est-ce que le système limbique? C'est un ensemble de structures cérébrales, parmi lesquelles l'amygdale, l'hypothalamus et l'hippocampe, chargées d'évaluer en permanence l'environnement pour répondre rapidement à tout ce qui représente une menace ou une opportunité de connexion. C'est ce système qui décide si quelque chose est sûr ou dangereux, et il n'a pas besoin de ta réflexion consciente. Il répond en quelques millisecondes. Il est conçu pour te protéger, mais parfois, en raison d'expériences passées non traitées, il détecte un danger là où il n'y en a pas, et cela se manifeste dans ton corps. L'amygdale, le détecteur de menaces. L'amygdale fonctionne comme une alarme émotionnelle. Si quelque chose ressemble à une expérience douloureuse du passé, même si ce n'est pas exactement la même, l'amygdale déclenche un signal d'alerte. Elle se moque que ce soit logique ou non. Elle ne distingue pas le présent du passé. Elle agit tout simplement. Ainsi, un mot apparemment simple, échec, mensonge, abandon, peut déclencher une réaction de stress s'il est associé à une blessure émotionnelle antérieure. Et cela se passe avant même que tu aies le temps d'y penser rationnellement. L'hypothalamus, le traducteur entre émotion et corps. Une fois que l'amygdale a détecté une menace, c'est l'hypothalamus qui prend le relais. Il transforme cette émotion en réaction physique. Il active le système nerveux autonome, envoie des signaux aux glandes pour libérer des hormones comme le cortisol ou l'adrénaline, accélère ton rythme cardiaque, modifie ta respiration, ta digestion et ta température corporelle. L'hypothalamus n'analyse pas, il exécute. C'est pourquoi une émotion peut se manifester par un tremblement dans les mains, une bouffée de chaleur, un nœud à l'estomac ou même une contracture dans le dos. En réalité, ce système peut s'activer même sans danger réel. Par exemple, si tu imagines qu'un lion est lâché dans la rue et que tu visualises cela en détail, sa respiration, ses griffes, son regard, ton système limbique ne fera pas la différence entre l'imaginaire et le réel. L'amygdale réagit, l'hypothalamus exécute, et ton corps passe en mode alerte. C'est dire à quel point le lien entre la pensée et l'impact physique est puissant.
Le corps exprime ce que l'esprit ne sait pas dire. Il peut aussi générer du calme. Ce même système, lorsqu'il perçoit de la sécurité, peut activer des réponses de calme. Un mot doux, une caresse, une musique familière, un ton de voix aimant peuvent entraîner la libération d'ocytocine, de sérotonine ou de dopamine. Non seulement cela te détend, mais cela t'aide aussi à guérir. Comprendre ce système est essentiel pour cesser de te juger lorsque tu réagis trop ou que tu te sens mal sans raison apparente. Tes réactions ont une racine, et cette racine est souvent profondément liée à ce que tu as vécu, à ce qui s'est inscrit dans ta carte émotionnelle et qui s'active aujourd'hui sans que tu le veuilles. C'est pourquoi la solution n'est pas de lutter contre tes réactions, mais d'apprendre à les connaître, les comprendre et les accompagner. Quand tu sais qu'un mot t'active, tu peux te donner la permission de faire une pause, de respirer, de nommer ce qui se passe et commencer à réécrire cette réaction avec douceur. Dans la prochaine partie, nous verrons comment détecter les croyances invisibles et comment un simple mot peut révéler tout un système de pensée dont tu n'avais peut-être même pas conscience. T'est-il déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui a très mal pris quelque chose, alors que pour toi ce n'était rien du tout? Ou l'inverse, quelqu'un a ri d'un commentaire qui, toi, t'a profondément blessé? Cela arrive tout le temps, et cela n'a pas tant à voir avec ce qui a été dit qu'avec l'interprétation que chacun en fait. Ce qui se passe ne fait pas autant mal que ce que tu interprètes qu'il se passe. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. Une critique, une absence, une plaisanterie, et réagir de manière complètement différente. Pourquoi? Parce que nous ne réagissons pas aux faits eux-mêmes, mais au sens que nous leur donnons. À l'un, on dit « tu aurais pu faire mieux », et cela le motive. Il y voit une opportunité de progresser. À l'autre, on dit exactement la même chose, et il s'effondre. Il l'interprète comme un rejet ou un jugement de sa valeur. Cette différence ne vient pas de la phrase, mais de l'histoire intérieure que chacun porte en lui, de ses croyances, de sa carte émotionnelle, de ce qu'il a vécu auparavant. Le filtre des croyances inconscientes. Chaque fois que tu interprètes quelque chose, tu ne le fais pas à partir de zéro. Tu le fais à partir d'une base de données internes. Tes expériences passées, ce que tu as entendu enfant, ce que tu as vu chez toi, ce qu'on t'a dit à ton sujet. Si quelqu'un a grandi en entendant que se tromper c'est échouer, chaque erreur activera de la honte, de la peur ou une exigence excessive. Alors qu'une autre personne, ayant grandi dans un environnement où l'erreur faisait partie du processus, la vivra comme un apprentissage. Ce sont des croyances inconscientes, des idées profondément ancrées qui fonctionnent comme des filtres. Tu ne les vois pas, mais elles déterminent ce que tu ressens, comment tu réagis, et même comment tu te parles à toi-même. Et souvent, tu ne sais même pas qu'elles sont là, parce qu'elles ont été absorbées sans être remises en question quand tu étais très jeune, avant d'avoir les outils pour les analyser ou te défendre, rendre visible l'invisible. Le premier pas pour guérir une émotion ou briser un schéma de souffrance, ce n'est pas toujours de changer ce que tu ressens, mais de détecter comment tu interprètes ce qui se passe et quelles croyances se cachent derrière. Te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que je suis en train de croire là maintenant? D'où me vient cette idée? Est-ce qu'elle me sert encore aujourd'hui? Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens. Il s'agit de comprendre qu'il y a une histoire derrière chaque émotion. Et que si tu peux découvrir cette histoire, tu peux aussi commencer à la réécrire. Dans la prochaine partie, nous aborderons justement cette question essentielle. Comment peux-tu éliminer une croyance? Si tu ne sais même pas qu'elle existe, c'est l'une des questions les plus importantes du processus de transformation personnelle,
Parce que bien souvent, nous essayons de changer des comportements, d'améliorer des habitudes, de nous sentir différents, sans toucher à la racine de tout, la croyance inconsciente, le pouvoir de ce que tu ne sais pas que tu crois. Imagine que ton esprit est comme un logiciel. Tu veux changer le design, les couleurs, le fond, mais il y a un code caché qui fait que tout revient toujours comme avant. Ce code, ce sont tes croyances profondes. Et si tu ne les rends pas visibles, elles continueront de diriger ta vie en pilote automatique. Les croyances invisibles se construisent à partir d'expériences précoces, de phrases répétées, de silences lourds de sens et d'émotions que tu n'as pas pu traiter. Elles s'installent comme des vérités absolues que tu ne remets pas en question parce que tu ne sais même pas qu'elles sont là. Je ne mérite pas d'être aimé. Je dois faire beaucoup d'efforts pour être valorisé. Si je montre ma douleur, on va me rejeter. Le monde est dangereux. Je gâche toujours tout. Tu n'as pas besoin d'y penser tous les jours. Le simple fait qu'elle soit là, quelque part dans ta carte émotionnelle, suffit à influencer la manière dont tu te comportes, réagis et te parles à toi-même. Viktor Frankl disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté de choisir notre réponse. Et dans cette réponse se trouve notre croissance et notre liberté. » Cet espace dont parle Frankl apparaît quand tu commences à observer tes pensées comme un témoin et non comme des vérités absolues. Quand quelque chose t'active, quand tu te sens petit, en colère, blessé ou coupable, tu peux t'arrêter un instant et te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je crois en ce moment pour me sentir ainsi ? Cette croyance est-elle vraiment à moi ? Ou est-ce un héritage ? Est-ce encore utile de penser ainsi ? Méthode d'auto-investigation. L'auto-investigation n'est pas une technique magique. C'est une habitude d'honnêteté envers soi-même. Elle demande de la présence, de la curiosité et de la compassion. Et tu peux la pratiquer dans des moments simples de la journée, quand tu te critiques, quand tu te compares, quand tu réagis avec colère ou peur. Là, il y a un indice. Observer tes croyances, c'est comme ouvrir une vieille boîte dans le grenier de ton histoire. Ce n'est pas toujours confortable, mais ce que tu y découvres peut te donner des clés fondamentales pour comprendre pourquoi tu vis comme tu vis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une croyance n'est pas une condamnation. C'est une construction. Et tout ce qui a été construit peut être reconstruit. Dans la prochaine partie, nous verrons comment commencer à réécrire ce scénario intérieur, transformer les pensées négatives en pensées plus conscientes, plus réalistes et surtout plus bienveillantes envers toi-même. Une fois que tu as identifié les croyances invisibles qui influencent ta vie, l'étape suivante consiste à transformer le récit. Car oui, tu as le droit de raconter une autre histoire sur toi-même. Une histoire qui ne nie pas ta douleur, mais qui ne la transforme pas non plus en ta seule identité. Comment identifier la pensée racine ? Derrière chaque émotion intense, chaque réaction automatique ou chaque autosabotage, il y a souvent une pensée racine. C'est cette idée centrale qui soutient le mal-être. Par exemple, émotion, tristesse sans raison apparente. Pensée racine. Je n'ai jamais été suffisant pour personne. Émotion, anxiété avant de parler en public. Pensée racine. Ils vont se rendre compte que je ne vaux rien. Pour trouver cette pensée, il faut s'observer. Au lieu de rester bloqué dans ce que tu ressens, demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de me dire ? Qu'est-ce que je crains qui arrive ? Une fois que la pensée racine est mise en lumière, le véritable travail commence. Réprimer, ce n'est pas guérir.
Donner un nouveau sens, oui. Il y a une grande différence entre réprimer une pensée négative, faire comme si elle n'existait pas, forcer l'optimisme, et lui donner un nouveau sens, comprendre d'où elle vient et la replacer dans un autre contexte avec conscience. Réprimer crée de la tension intérieure. Donner un nouveau sens libère. Par exemple, quelqu'un qui a été abandonné dans son enfance peut porter la pensée « je ne suis pas digne d'amour ». Si cette personne tente de cacher cette croyance avec des phrases positives forcées, cela ne fonctionnera probablement pas. Mais si elle regarde cette pensée avec compassion, si elle comprend qu'elle est née dans un moment de grande vulnérabilité et qu'elle ne doit pas définir son présent, elle pourra commencer à se dire quelque chose de différent. Je mérite des relations saines et stables. De nombreuses études en psychologie cognitive et en neurosciences soutiennent l'utilisation d'outils comme les affirmations conscientes, des phrases choisies avec intention, répétées avec présence, qui aident à créer de nouvelles connexions neuronales. La visualisation guidée, imaginer en détail une version de soi plus sûre, plus libre ou plus confiante. Le dialogue intérieur compatissant, se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime. Valider ce que l'on ressent, sans jugement. La psychiatre Caroline Leaf, autrice du livre Switch on Your Brain, affirme que les pensées ne sont pas des faits, ce sont des choses que nous pouvons changer si nous apprenons à les observer et les remettre en question avec intention. Elle explique que le cerveau est neuroplastique. Il se modèle selon ce que tu répètes. Ce que tu penses de toi aujourd'hui n'est pas une vérité absolue, c'est une habitude mentale. Et les habitudes, ça peut se changer. Exemple réel de transformation. Lucie, 39 ans, se répétait qu'elle était un poids pour les autres. En thérapie, elle a découvert que cette phrase venait de son enfance, où chaque demande d'aide était accueillie avec agacement. Elle a commencé à écrire chaque jour une phrase différente. Je peux demander du soutien sans culpabilité. Après 6 mois, elle n'avait plus peur d'exprimer ses besoins. Fabien, 46 ans, chef d'entreprise, disait qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Il faisait tout seul. Derrière cela se cachait la pensée. Si je me montre vulnérable, on va me blesser. Grâce à des visualisations, il s'est rappelé de moments où il avait été protégé. Aujourd'hui, il peut travailler en équipe sans anxiété. Ces transformations ne sont pas magiques. Elles demandent du temps, de la répétition et de la volonté, mais elles sont possibles, et chaque fois que tu choisis une nouvelle pensée, tu écris une nouvelle page de ton histoire. Dans la prochaine et dernière partie, nous conclurons ce voyage avec une phrase du jour et une invitation à poursuivre ce chemin à ton propre rythme, en pleine conscience. Je t'invite à faire une pause. Prends quelques secondes pour fermer les yeux et réfléchir. Quel est le mot que tu te répètes le plus souvent quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Peut-être que c'est « je me trompe toujours »,« je suis nul »,« je n'y arrive pas », encore une fois, j'ai tout raté. Peu importe lequel. Choisis un seul mot. Celui qui revient comme un écho quand quelque chose te blesse, te frustre ou te bloque. Maintenant, pose-toi ces questions. Combien de fois par jour est-ce que je me le répète? Depuis quand est-ce que cette phrase habite ma tête? Qui me l'a transmise, directement ou indirectement? Et la plus importante, qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui je la lâchais? Si je la remplaçais par un mot plus juste, plus doux, plus vrai? Écris-le, dis-le à voix haute, répète-le avec intention. Parce qu'il ne s'agit pas de tout changer en un jour, mais de commencer à semer de nouvelles graines, avec des mots qui nourrissent et non qui fanent. Tout au long de ce voyage, nous avons vu que les mots ne décrivent
pas seulement ce que nous ressentons, ils créent ce que nous ressentons. Que notre cerveau, notre corps et nos émotions réagissent au langage comme s'il s'agissait d'un médicament ou d'un poison. Nous avons découvert comment chaque pensée active un circuit émotionnel, comment les hémisphères droit et gauche doivent travailler ensemble pour traiter ce que nous vivons, et comment le système limbique traduit les mots en réactions physiques. Nous avons appris que bien souvent, nous ne réagissons pas à la réalité elle-même, mais à l'histoire que nous nous racontons sur cette réalité. Et surtout, nous avons compris que nous avons le pouvoir de changer cette histoire. Un mot à la fois, une pensée à la fois, un acte de conscience à la fois, car changer les mots que tu utilises, c'est changer ta façon de ressentir. Changer ta façon de ressentir, c'est changer ta façon d'agir. Et changer ta façon d'agir, c'est changer ta vie. Alors, je te laisse avec une question. Quel mot te répètes-tu aujourd'hui qui pourrait être en train de programmer ton avenir sans que tu t'en rendes compte? Choisis-le, écoute-le. Et s'il ne te sert plus, laisse-le partir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, ta voix intérieure peut être ton pire ennemi ou ta meilleure alliée. C'est toi qui choisis. Si ce contenu t'a aidé, je t'invite à mettre un j'aime, à laisser un commentaire et à le partager avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre ces mots. Car peut-être, avec un simple clic, tu sèmeras en quelqu'un d'autre une graine de changement.